Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro débrief de match. Lendemain de match nul. Un but partout de l'OGC Nice au stade Vélodrome. Au cœur d'une soirée à rebondissement, à émotion, puisque comme vous l'avez vu, ce nul a été arraché dans les dernières minutes avec un coup de génie, on peut le dire, de Monsieur Eli Wahi, cette panenka qu'on s'est tous mis peut-être les 500 fois depuis hier soir. Un nul aux allures de victoire, j'ai envie de dire, hein. Nice dispose de 5 points d'avance sur Auxerre, barragiste au soir de la 31e journée. Il y a encore 3 matchs, messieurs, je dis pas de bêtises. Lens à domicile, Auxerre à l'extérieur et Metz à domicile. 3 matchs, 9 points à aller glaner au maximum pour viser ce maintien. Ils sont là pour m'accompagner pour une soirée, un numéro de gala. Un match contre Marseille, c'est toujours quelque chose. Déjà, on est sur une deuxième titularisation consécutive pour l'ami Pierrot. Comment ça va, Pierre? Aloha Pancho, bah écoute, ça va très très bien. Ravi de faire mon retour si rapide du coup. C'est un retour à la Romain, quoi. C'est-à-dire que le gars est tout le temps de retour, mais il était tout le temps là. Donc, tu vois, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Également, donc Romain, l'autre Romain de cette émission, également de retour, ça faisait un petit moment. Je te salue, Romain, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir Poncho, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de venir dans ton émission. Et effectivement, ça faisait un petit moment. Alors certes, on n'a pas gagné, mais il y a des choses à dire quand même sur ce match. Voilà. La course au maintien est toujours d'actualité et ça va être dur jusqu'au bout, mais bon, on s'accroche. Oui, c'est ça, messieurs. Une semaine malgré tout positive, hein, cette qualification en finale de Coupe de France suite à la victoire à Strasbourg, puis ce nul décroché au Vélodrome. Bon, on nous prédisait un peu l'enfer avec notre calendrier très compliqué. Finalement, tu vas gratter un point à Lille, tu te qualifies à Strasbourg, tu vas gratter un point à Marseille. Pierre, finalement, est-ce qu'on peut dire que Walid Acharchour était visionnaire? Non, je ne pense pas, hein, mais bon, petit tacle les deux pieds décollés pour, pour Walid Acharchour, mais quelque part, j'ai pas envie de dire qu'on déjoue un peu les pronostics, mais pour l'instant, mathématiquement du moins, l'OGC Nice fait une belle opération et puis réalise une très belle semaine, mine de rien, Pierre. Bah écoute, ouais, ça tombe bien que tu parles de notre ami Walid parce que j'ai retrouvé son extrait et je l'ai publié sur mon compte X ce matin. Il nous voyait prendre la foudre cette semaine-là, mais c'est vrai que je pense que, bon, après, nous les supporters, les premiers, je pense qu'on s'attendait pas à une telle semaine avec la saison cauchemardesque qu'on traverse depuis le début, hein, depuis le mois d'août. Donc finir cette semaine avec 2 points pris à l'extérieur qui plus est contre des cadors du championnat qui jouent une place européenne, donc à Lille et à Marseille, et en plus en bonus cette demi-finale remportée à Strasbourg qui nous envoie au Stade de France. Je crois que sincèrement, on pouvait pas rêver davantage, en tout cas dans le contexte actuel. Donc effectivement, c'est une semaine surprenante. On a enfin vu un OGC Nice avec d'autres qualités. Et surtout, en fait, j'ai envie de dire que la bascule a eu lieu. Je pense que jusque-là, les joueurs étaient... ne se voyaient pas jouer le maintien. Et c'est ça le danger pour des équipes comme l'OGC Nice ou des équipes qui ne sont pas préparées à jouer le maintien, c'est de se croire beaucoup plus beau qu'on ne l'est réellement. Et là, cette fois-ci, j'ai vu une équipe qui joue le maintien. Voilà, une équipe qui allait chercher des points au courage, avec abnégation. Elle n'était pas forcément en mesure de gagner. C'est pas forcément passé loin à certains moments, mais en tout cas, il y a eu des qualités retrouvées au-delà des qualités techniques footballistiques. C'est un état d'esprit, un mental qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là cette saison. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et clairement, ça fait du bien à l'OGC Nice d'aller récupérer ces 2 points dans la lutte pour le maintien. Auxerre n'avance pas derrière, donc 5 points d'avance à 3 journées de la fin et donc 9 points en jeu. Ça commence à sentir bon, mais il faut se relâcher. Comme l'a dit Claude Puel, il n'y a absolument rien qui est fait. Surtout avec la prochaine Eh journée, oui. on va en reparler, mais voilà.
On y Déjà, c'est viendra. très positif d'avoir fait ces bons résultats cette semaine et je pense qu'on est tous un petit peu soulagés quelque part. C'est Matt, je crois, qui disait après le match de Lille que justement Nice avait quelque part accepté et joué comme une équipe qui se battait pour le maintien, chose qui était peut-être pas encore le cas il y a quelques semaines. Romain, à vouloir produire du jeu, avoir un contenu de qualité. Claude Puel le répétait, on va dire, à longueur de conférences de presse, parce que quelque part, c'est ça aussi qui pose tes fondations. Si tu as un contenu qui est positif, quelque part, tu as plus de chances de remporter un match. Là, le parti pris, quelque part, il est peut-être différent. C'est-à-dire que coûte, la situation elle est tellement dramatique que bah, le plus important, c'est des points, peu importe la manière. Il faut des points et même si c'est pas spécialement beau, même si par moments c'est un peu minimaliste, l'objectif c'est de maintenir le club et pour l'instant, alors rien n'est encore fait, rien n'est officiel, on en prend le chemin. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'au stade où on est de la saison, le football, enfin le beau football du moins, on s'en tape. J'ai envie de dire, voilà, ça repassera pour le football, le vrai football en tout cas, le vrai jeu. Moi, je m'en souviens quand Claude Puel est arrivé, justement, il voulait se baser justement, comme tu dis, sur le jeu, revenir à des principes plus classiques comparé à Francaise, qui s'était vraiment embourbé dans un système qui ne correspondait plus vraiment à cet effectif qui avait vraiment baissé en qualité. On va pas revenir sur ça. Mais j'avoue que depuis quelques semaines, je suis très surpris que Puel, en fait, parce qu'il était, en fait, il était parti sur un 4-2-3-1, voire 4-3-3 selon l'animation. Mais là, il est revenu sur ce que faisait un peu Francaise dans une moindre mesure. Bon, là, c'est quelque chose de beaucoup plus compact avec deux attaquants en pointe, un milieu de terrain renforcé, une charnière à trois, deux pistons. Voilà, parce que l'effectif, il faut se souvenir il avait été construit justement pour jouer dans ce genre de configuration à trois derrière et voilà un milieu de terrain voilà tel qu'il est. Mais mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire que Puel ait trouvé finalement, je pense, la formule qui va nous permettre, je l'espère et j'y crois pour ce maintien. Voilà, on y reviendra sûrement, mais en tout cas, voilà, il reste, je pense, un petit nombre de points encore à acquérir et ça devrait être bon. Mais en tout cas, il reste trois matchs, il faudra vraiment confirmer parce que cette semaine, je ne donnais vraiment pas cher de notre peau, surtout qu'on a affronté des adversaires de qualité. Entre Lille qui joue la qualification Ligue des Champions, l'OM c'est pareil, même s'ils sont dans une énorme crise, et Strasbourg qui avait délaissé justement le championnat pour tout miser dans les coupes justement. Mais c'est vrai que le match de Strasbourg, juste avant celui d'hier soir, vraiment, je pense que c'est notre match le plus abouti sous l'ère Puel, justement, de son deuxième passage. Ouais, et puis quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu une deuxième phase du retour, quelque part, parce qu'il y avait eu je me souviens, ce premier match contre Strasbourg, qui avait été aussi très accompli avec du jeu, du rythme, de Tout à fait. l'intensité, et puis on fait un partout, alors que sans doute qu'on mérite sur la deuxième mi-temps de l'emporter, hein. L'entrée d'Eli Wahi avait été dévastatrice. Mais là, quelque part, Pierre, il y a un peu, je n'ai pas envie de dire ce retour aux sources, mais comme tu le dis justement, Romain, cet effectif, il a été construit pour jouer. Alors pour le coup, on est vraiment plutôt sur un 5-4-1, hein. Il y a vraiment Eli Wahi Oui, qui joue seul en pointe et puis qui essaye de se démener. Mais Pierre, finalement, c'est un retour un peu à des principes euh, plus simples, mais voilà, avec un peu plus de pragmatisme aussi. Et lorsque tu joues des grosses équipes, hein, comme le calendrier nous l'impose, c'est pas toi qui vas faire le jeu, hein. Tu joues Lille, tu fais pas le jeu. Strasbourg, tu fais pas le jeu. Marseille, tu fais pas le jeu. Lens, t'as beau être à domicile, il y a peu de chances qu'on fasse le jeu. Donc quelque part, ce calendrier de grosses équipes, Pierre, il est peut-être plutôt favorable par rapport au fait que on ait un déficit technique, global dans cet effectif. Oui, alors après, c'est vrai que face à ces équipes-là, forcément, on est Contraint. contraint de jouer, on est contraint de jouer effectivement en contre parce que on n'a pas la qualité technique de l'adversaire pour faire le jeu. Moi, du coup, d'ailleurs,
là où j'aimerais rebondir, ce qui m'inquiète un petit peu, effectivement, c'est pas nécessairement le match de Lens de la semaine prochaine. C'est plus les deux dernières rencontres à Auxerre. Alors après, Auxerre, peut-être qu'à domicile, ils essaieront de produire quelque chose parce qu'ils seront devant leurs supporters, ils n'auront pas le choix que de s'imposer. Donc peut-être qu'ils tenteront, mais c'est une équipe qui a quand même beaucoup moins de qualité que les adversaires rencontrés, et Metz encore moins. Donc en fait, face à ces deux adversaires-là, où potentiellement on pourrait se retrouver dans des situations à devoir faire le jeu, je pense que ça pourrait être beaucoup plus difficile. Mais malgré tout, je pense que c'est plus sur ces deux matchs-là qu'on attendra de valider le maintien que face à Lens la semaine prochaine, même si on essaiera de faire un coup. Mais ça paraît quand même très compliqué quand on voit encore le match des Lensois vendredi soir, qui sont en fait concrètement qui ne jouaient pas. Hein, en première mi-temps, on l'a vu, qu'il y avait une équipe bis alignée qui a pris 3-0 et qui finalement a marqué 3 buts en deuxième mi-temps. On a l'impression que quand ils activent le mode on, ils y vont à fond et ils sont capables d'être dévastateurs. Donc cette équipe lensoise, je pense malgré tout qu'on va jouer peut-être la meilleure des trois équipes qu'on ait affrontées, des trois grosses équipes, même s'ils avaient pris le bouillon à Lille. Je pense que globalement sur la saison, c'est peut-être l'équipe la plus dure. Ça sera aussi un superbe avant-goût pour la finale. Je pense qu'aussi, effectivement, cette équipe de Nice, voilà, pour revenir sur ce que tu disais au début, il y a aussi des automatismes, mine de rien, qui se sont créés. C'est vrai qu'au final, ces joueurs, c'est peut-être pas les meilleurs, mais là, on sent que cette charnière Opong, Ba, Mendy, elle commence à enchaîner parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'était que le gros inconvénient sous Claude Puel depuis son retour, c'était qu'à un moment donné, en fait, sur la vingtaine de matchs qu'il avait effectués depuis fin décembre, concrètement, il y avait 20 compos différentes. Donc forcément, c'était très difficile d'être acteur et de pouvoir vraiment créer quelque chose avec une instabilité pareille. On Puis sait que le surtout, football, un nombre de buts concédés oui, effrayant. et c'est justement en fait cette défense friable était due, je pense, en grande partie à cette instabilité. On sait que le nerf de la guerre dans le foot, c'est de réussir à construire une ossature solide, fiable, aussi bien en termes de qualité que dans le temps. Donc Nice, là, sur les quelques derniers matchs, mine de rien, a réussi à créer un 11 plutôt cohérent par rapport à ses forces, par rapport à ses armes. Et du coup, cette charnière qui arrive à enchaîner, ça nous aide. Je pense que les joueurs commencent à avoir plus de repères, ils se comprennent davantage, même si on sent que l'erreur n'est jamais bien loin. Et ça, il faut quand même en avoir conscience. Et on l'a encore vu hein, contre Marseille. Euh, on a quand même été mis en difficulté à certains moments, surtout dans cette dernière demi-heure, quand Marseille a commencé à accélérer, notamment avec l'entrée aussi de Greenwood. Donc cette équipe est friable, mais cette équipe a du cœur, elle a un état d'esprit plus conquérant, et c'est ce qui permet d'éviter de prendre les valises qu'on a pris là en milieu de deuxième partie de saison, 3 4 buts par match. Donc on y voit un peu plus clair, mais voilà, il va falloir confirmer, et surtout, il faut gagner un match. En Mm. fait, pour moi, le maintien, il va se jouer sur une victoire. On fait des matchs nuls, on gratte, on a de la chance que derrière ça avance à reculons. D'ailleurs, au passage, finalement, c'est déjà un premier pas, mais c'est officiel depuis ce week-end. On sait que Nice ne pourra pas descendre directement en Ligue 2 puisque Nantes désormais est à 10 points. Donc, si on avait encore des doutes sur un retour, les Nantais peuvent plus revenir. Donc maintenant, on est encore menacé par un barrage, mais heureusement qu'Auxerre ne gagne pas les matchs. Heureusement qu'Auxerre a fait 0-0 contre Nantes, un partout contre Le Havre. Voilà, on doit aussi notre 15e place et notre sursis 2-2 contre au Monaco résultat derrière. alors qu'il menait 2-0. Exactement. Bon, après, sur ce match-là, Monaco aurait pu l'emporter. Hein. D'ailleurs, ils ont un troisième but refusé parce qu'ils ont coulé en deuxième période. En fait, ces Auxerrois, ils sont. J'ai du mal à lire cette équipe. Alors, je regarde pas vraiment leur match, mais je suis quand même un peu la timeline au niveau de leurs résultats. Et là encore, à nouveau, contre Lyon, ils m'ont fait très peur. Parce que mine de rien, ils perdent que 3-2, donc ils marquent à nouveau 2 buts à l'extérieur face à une équipe comme Lyon qui est troisième de Ligue 1. J'ai du mal à lire cette équipe, j'ai l'impression qu'elle est capable du meilleur comme du pire.
Je pense qu'on fera Mais il y aura un numéro un peu de présentation parce que c'est quand même un match très important. Euh, Justement pour peut-être découvrir un peu plus cette équipe. Et puis hmm, suivant aussi dans quelle dynamique on est, parce qu'il suffit qu'on perde ce week-end et que Auxerre gagne il y aura 2 points. Angers, il y aura 2 points d'écart, donc ça rend Il y aura deux le points. match encore plus décisif. Romain, pour revenir sur le match qui nous intéresse, il y avait donc tout ce contexte autour de la série compliquée de l'OM, hein, 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Voilà, c'était quand même assez électrique. Il y a cette composition d'Habib Bey. Alors honnêtement, j'ai pas compris. Euh, j'ai j'ai pas compris. Voilà, alors un dispositif un peu, j'ai envie de dire, identique, alors avec beaucoup plus d'axes dans les joueurs alignés. Mais voilà, il y avait toute cette émulation autour de cette 31e journée. Voilà, ces 35-36 buts marqués avant le match. Euh, il y avait la possibilité pour Marseille de se relancer. Et en même temps, tu disais qu'il y avait une opération à faire quelque part, Romain, sur ce match. Oui, tout à fait. En fait, c'était qui tout double pour les deux équipes. Alors, bien sûr, les situations sont pas du tout pareilles. Nous, actuellement, et depuis des mois, on joue pour notre survie. Marseille, il joue pour la Ligue des Champions, mais ils ralentissent vraiment et ils sont menacés par les nombreux concurrents week-end après week-end. Mais c'est vrai que, comme tu dis, oui, j'étais très surpris également par le choix des hommes en fait de leur côté. D'ailleurs, j'ai la compo sous les yeux du Timber, du Vermeuren, Aubameyang, Wea, Nadi aussi. Et puis ouais, nous de notre côté, bah, c'était du classique finalement. Si ce Je ne n'est voyais pas du tout si ce comment. n'est la titularisation de Mohamed Ali Chaud en lieu et place de Tom Louchet par rapport au dernier match, où là il y avait peut-être Oui. un peu plus de volonté quelque part de gicler en transition pour peut-être voilà, Ouais. épauler Wai sur les contre-attaques. Oui, tout à fait, c'est ça, amener un peu plus de punch, amener un peu plus de percussion, justement, parce que Mohamed Ali Chaud, on le connaît, il a les qualités pour. Mais encore une fois, il est passé à côté. Et moi, j'en discutais justement avec mon père, là, il y a pas très longtemps. En fait, ce joueur, c'est trop dommage parce qu'il a vraiment les qualités pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je m'en souviens de certains matchs en deuxième partie de saison, notamment celui à Nantes, où il est inscrit un doublé. Il est vraiment dans tous les bons coups offensivement. Euh, et en fait, c'est beaucoup trop peu en fait pour les qualités qu'il a. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que voilà, sur le papier, une association Wai et Mohamed Ali Chaud ensemble, en pointe, ou voilà, dans une animation un peu différente. Ça pourrait faire des étincelles, mais en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de lien entre les deux. Je sais pas s'ils ont échangé beaucoup, beaucoup de ballons. En soi, faudrait voir les statistiques de plus près. Mais c'est une association ouais, qui pourrait marcher en soi, mais qui pour l'instant n'a pas encore trouvé vraiment d'efficacité, de lien. C'est un peu dommage. Mais après, non, pour le reste du 11, voilà, Samed qui revient de derrière les fagots, Hicham Boudaoui qui est revenu à un très très bon niveau, euh, Morgan Sanson qui est très très dans le dur depuis quelques semaines. C'est dommage parce que le match à Strasbourg, dans la tension, il était là vraiment, il mettait l'intensité. Mais encore une fois, c'est trop insuffisant. On reviendra sûrement dessus après, mais voilà, Sofiane Diop aussi, qui l'a Ouais, remplacé on dès la va, mi-temps, d'ailleurs. ouais, on va y venir justement, Il est peut-être trop décevant. plus en détail sur les performances, mais effectivement, on était sur quelque chose de classique. Et il y avait donc plutôt ces surprises côté marseillais, notamment le fait que Mason Greenwood, n'étant pas à 100%, n'ait pas démarré la rencontre. Cette rencontre qui, justement, très rapidement, messieurs, bon, vous l'avez dit, alors je ne sais pas si c'était en introduction ou avant qu'on lance, c'était pas un grand match de football, on va pas se le cacher. Le lambda qui regarde ce Marseille-Nice qui veut se régaler un dimanche soir, je pense qu'il a zappé rapidement, puisque le match en lui-même n'était pas d'une grande qualité technique. Il y a eu peut-être un peu plus d'emballement, si je puis dire, en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, bon, il y a ces situations gérées par Diouf.
quelques arrêts. Le gym, je trouvais au global dans la rencontre en souffrance sur les coups de pied arrêtés. Énormément de coups de pied arrêtés où justement, notamment Léo Balerdi, hein, qu'on embrasse s'il nous regarde, est passé, on est passé au travers. Donc, je sais pas, problème de marquage, de timing, je ne sais pas, mais en tout cas, on aurait très bien pu en prendre un ou deux hier soir. Euh, Comment est-ce que vous avez vécu finalement cette rencontre, enfin plutôt Pierre, ce premier acte et le choix aussi de Puel quelque part de sortir Sanson au détriment de Sofiane Diop. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que finalement tu trouvais ça au premier abord plutôt logique quelque part? Ouais, alors déjà pour commencer, effectivement, j'étais assez déçu de cette première mi-temps parce qu'au final, on a très peu existé. Ils ont tout de suite pris l'ascendant. Ils ont occupé notre partie de terrain. Alors, c'était pas forcément ça jusque-là, c'était pas forcément surprenant. On s'y attendait à cette volonté de dominer territorialement côté marseillais. Moi, ce qui m'a plus étonné, c'est que par contre, compte tenu de leur composition qui n'était pas non plus impressionnante sur le papier, bah, je me suis dit quand même qu'il y avait un coup à jouer au coup d'envoi et je m'attendais justement à ce que les coups, on les joue davantage et surtout qu'on en ait plus. Parce qu'au final, je trouve qu'on a eu très peu de transitions à jouer, peu d'occasions finalement à noter. Et en fait, la première tentative niçoise, ça aura été cette frappe, ou plutôt ce drop de Morgan Sanson juste avant la mi-temps. Donc très décevant en fait sur l'animation qu'on a proposée, sur le football en général, le jeu qu'on a tenté, parce que je pense qu'il y avait des coups à jouer face à cette équipe marseillaise-là. Et au final, on n'a pas su profiter potentiellement de coups qu'on aurait pu avoir, donc c'était décevant à ce niveau-là. Au niveau, euh, Au niveau donc de la sortie de Sanson, je l'ai trouvé logique parce que Sanson, je l'ai trouvé très en dessous sur ce match-là. Bon, je suis un peu dur avec lui, je l'avais déjà cité comme flop à Strasbourg, mais là pour le coup, j'ai vraiment trouvé en dessous sur cette première mi-temps. Je trouve qu'il a pas apporté en fait autant que son statut pourrait laisser présager. Et je l'ai trouvé voilà, peu remuant, peu, peu important et décisif dans le jeu. Et même, surtout, j'ai trouvé qu'il avait perdu beaucoup de ballons qui auraient pu être très préjudiciables. Donc, ça a été une mauvaise première période de sa part. Du coup, le choix de le sortir de la part de Claude Puel, je trouve, est très logique. Et j'ai trouvé très logique, effectivement, sur le coup, également, de faire entrer Sofiane Diop. Je me suis dit, ce genre de match, ce genre de contexte, ça peut lui convenir pour enfin retrouver un peu de confiance parce que il traverse sincèrement les matchs tel un fantôme ces derniers temps, alors qu'à un moment donné dans la saison où on était très en difficulté, notamment octobre, novembre, décembre, donc ces mois où on était un peu dans le dur, bah, c'était le meilleur joueur. Il avait enchaîné, je crois, un but par match, 6 matchs d'affilée. Il était dans une période très faste. Et là, en fait, il est tout simplement plus que l'ombre de lui-même. Moi, ce que j'ai du mal, du coup, à comprendre avec ces joueurs qui composent notre effectif, c'est comment, en fait, ils peuvent faire preuve d'autant d'irrégularité. En fait, on a l'impression qu'ils oublient tout leur football. Ça paraît totalement improbable. Avoir des petites phases de moins bien sur un ou deux matchs, Non ça peut mais évidemment s'expliquer. Pierre, moi je pense que quand tu dis irrégularité, c'est que tu sous-entends qu'il y a des phases de bien, voire de très bien. Et donc Bah, il y en a c'est... eu une cette saison avec Sofiane Diop. Ouais, mais moi je dirais plutôt que c'est pas de l'irrégularité, c'est Il cyclique en fait. surperforme. Il Bah, surperforme. alors, le côté voilà, plutôt pessimiste, négatif, c'est de dire qu'il a surperformé sur le début de saison et que quelque part il t'a tenu un peu la baraque. Mais que finalement, lorsque tu prends un peu de hauteur, et ça me fait mal de le dire parce que le footballeur en lui-même, j'apprécie son profil, mais honnêtement, lorsque tu regardes la, la- la globalité de son aventure chez nous, il y a eu des pics par moment, des pics de performance, des pics d'action, de bribes où on se dit, putain, c'est un joueur frisson et tout, il va nous apporter quelque chose. Il n'a jamais été régulier chez nous.
Si, il y Ouais, a eu après, il y a peut-être eu beaucoup de blessures. l'année dernière. Ouais, mais il y a eu beaucoup de blessures, mais ça fait partie aussi ça fait, on peut pas dire oui, il a été handicapé par des blessures. Bah ouais, mais pourquoi il a été. Non, mais c'est ce qui fait partie de l'irrégularité du coup du joueur. Et c'est pour ça aussi Bah, que c'est pas un excellent ça fait joueur. un C'est parce petit qu'il moment est quand souvent même. blessé. Ça fait un petit moment quand même qu'il n'est pas blessé. C'est vrai. Il a pas joué la CAN. Bon, je Oui, trouvais bon, quand même l'année dernière la gestion particulière de Diop lorsqu'il jouait sous Aise fin d'année civile 2024 où il est plutôt performant, puis ensuite début 2025 il est au placard, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais moi je pense Bah, en fait, que ça fait partie un peu de ce qu'on disait dans la dernière mission, c'est-à-dire un peu le grand ménage, c'est-à-dire que voilà, ce gars-là, merci pour les services. Euh, Il y a eu des bons trucs, des beaux buts, voilà, merci. Maintenant, va continuer ta carrière ailleurs. T'es payé grassement chez nous, alors c'est pas de son ressort, hein, 400 000 balles par mois, c'est pas de son ressort. Hein. Mais je pense qu'on a besoin de 109, voilà. Et clairement, j'y ai cru. Je pense qu'on a été beaucoup à y croire, mais là, on est juste, c'est bon. Et pourtant, pour revenir justement sur le choix de le faire rentrer à la place de Sanson, je comprends ce choix-là. Je hmm, comprends et je me dis, bah oui, c'est oui. parce qu'il va être dans la conservation, il va peut-être amorcer un peu des situations offensives, il va apporter peut-être un peu plus de calme aussi dans la première relance, mais à l'image des joueurs offensifs, hein, parce que Shaw a été également avec beaucoup de déchets. Hein. Il y a eu du déchet chez Boudaoui, du déchet chez Sanson, il y a eu du déchet chez Klos, où le dernier geste, la passe et tout, pas dans le bon timing, pas dans la bonne intensité. Et quelque part, Diop n'est pas sorti du lot en ce sens. Quoi. Donc, bon. Moi, ce qui me dérange avec Diop, en fait, c'est que justement, alors, il a ce statut de vraiment de cadre de l'effectif aussi, bah, mine de rien, de par son salaire, hein, forcément, c'est le plus haut salaire de l'effectif. Et donc, mine de rien, il a quand même des choses à prouver, même si effectivement, c'est pas lui qui a mis un pistolet sur la tempe des dirigeants pour avoir ce salaire-là. Mais d'autant qu'il y a eu une grosse bourde administrative. Mais comment expliquer quand même que on attend autre chose de ce joueur? Il a quand même ce statut de cadre. Mine de rien, il commence à avoir une certaine ancienneté dans l'effectif parce que ça fait 4 ans qu'il est là, donc ça fait partie des joueurs quand même qui connaissent le contexte du club, le contexte niçois, et qu'on attend du coup à un autre niveau, qu'on attend justement qui élève le jeu. Et hier soir à Marseille, sincèrement, il n'a absolument rien apporté. Il aurait justement dû faire oublier cette mauvaise première période de Sanson. Et je trouvais le choix super cohérent et j'étais content et je me suis dit que ça allait enfin pouvoir fonctionner pour bouger cette équipe marseillaise. Et au final, que nenni, ça a été la continuité finalement de cette première période ratée. Il n'a pas apporté en fait ce qu'on attend d'un entrant, de bousculer le match et surtout avec sa qualité. Voilà. Hmm. C'est un peu à l'image de Mohamed Ali Sow, hein. Hmm. C'est, je trouve, un talent qui est un potentiel qui finalement n'explose pas et qui, j'ai l'impression qu'on ne verra jamais en fait Ouais, ouais, je par pense le jour. qu'il y en a beaucoup qui partagent cet avis-là, hein, alors que ça reste quand même des jeunes joueurs, notamment Mohamed Ali Chaud. Hein. Romain, qu'as-tu pensé un peu de l'entrée de Sofiane Diop et est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti sur la situation qui a provoqué quand même quelques débats de penalty, de potentiel penalty sur Benjamin Pavard. Alors vous avez sans doute l'action en tête. Il y a un ballon, je crois que c'est peut-être Wai qui donne un ballon à Diop. Et en fait, il y a. Euh, alors, j'ai plus trop l'action en tête pour être précis. Est-ce que tu l'as, Romain, cette action Je dois t'avouer que non, moi non plus, j'ai plus trop en tête l'action, mais Parce que j'ai vu, alors pour le coup, j'en ai parlé avec Matt et Anto, hein, que je salue parce qu'ils vont sans doute regarder l'émission, qui eux s'offusquaient du fait qu'il n'y avait pas penalty. Pour moi, il y a pas penalty. Alors, là, Pierre, tu l'as ou pas en tête l'action ou pas? Sinon, on Non, se pas le tient. Ok. nécessairement. Pas Écoutez, nécessairement. si vous avez l'action en tête et que vous voulez nous donner votre ressenti, pour moi, sur l'action réelle, après le ralenti, il n'y a pas.
y a pas de contact, quoi. Diop, en plus, joue pas le penalty grandement, chose que le Marseillais en fin de match aurait pu faire sur la semelle, hein, ça aurait pu être sifflé. Mais bon, soit. Messieurs, donc, Romain, je te laisse pardon sur Diop. Ouais, sur Diop, parce que après sur l'action du penalty, je l'ai plus trop en tête. Ouais, non, Diop, je partage complètement ce que vous dites depuis tout à l'heure sur lui. Euh, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse pire en fait que Morgan Sanson, et c'est dommage parce que en fait ces deux joueurs-là, ils sont censés être nos leaders techniques dans ce 11, dans ce groupe. Et en fait, Job, autant j'adore ce joueur. D'ailleurs, je l'ai clamé plusieurs fois, que ce soit sur les réseaux ou même voilà dans ton émission. Mais en fait, je sais pas. Enfin, c'est difficile à expliquer quand même, ce manque de régularité. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un blocage forcément, je pense, avec lui, parce que comme vous avez dit, autant il peut être très très haut dans les performances et après être hors sujet pendant tel nombre de matchs, tout simplement. Après, pendant son aventure chez nous, parce qu'elle va probablement se terminer cet été, avec tout le ménage qui va devoir être fait. Diop, moi, j'en garderai le souvenir d'un joueur qui, oui, forcément, n'a pas aidé par toutes ses blessures, mais qui a été beaucoup baladé de poste en poste. Et en fait, il n'avait jamais vraiment réussi un peu à trouver ce poste de prédilection, alors qu'on le sait que de base, Sofiane Diop, c'est un milieu offensif un peu hybride, hein, qui peut jouer sur un côté, mais qui était très à l'aise dans l'axe. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, Poncho, c'est très intéressant. Sur la fin 2024, quand il marque, je sais plus combien de buts l'année dernière, il me semble qu'il a marqué 6 ou 7 buts sous Francaise sur la saison au global. Mais il avait un vrai impact et je m'en souviens, lors de ces matchs, il était dans une position justement derrière l'attaquant. Quand Francaise, avec toutes les blessures, avait dû repasser en 4-2-3-1 avec deux ailiers, un numéro 10 et un attaquant de pointe. Et, et en fait, non, il a jamais vraiment réussi à trouver enfin, à vraiment se stabiliser dans un poste qui le met lui en valeur, alors qu'il a la qualité pour servir très très bien les autres. Moi, en fait, et ça m'embête de le dire, et peut-être que je me trompe, et l'avenir nous dira, mais je pense que c'est un joueur qui a été. Qui est un joueur de qualité, hein, mais je, je sais pas dans quelques années ce que ça donnera, mais je pense pas non plus qu'on soit passé à côté d'un crack ultime. C'est-à-dire que on verra dans quelques années, hein, peut-être qu'il sera un titulaire indiscutable dans la sélection marocaine, peut-être qu'il ira glaner des trophées nationaux ou quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un joueur qui a fait de bonnes choses à Monaco sur une saison, qui a joui un peu de ça dans un contexte très favorable et qui, voilà, jeune joueur, talentueux, passé par des centres de formation de qualité aussi. Voilà, peut-être que je me trompe. Après, sincèrement, Pancho, quoi qu'il arrive, je pense que même s'il venait, admettons, à exploser ailleurs, moi personnellement, j'aurais pas de regrets parce que mine de rien, encore une fois, ça fait 4 ans qu'il est chez nous. Il a eu le temps. C'est pas comme si c'était un joueur qu'on avait fait partir au bout d'un an et après on a regretté avec certains joueurs comme ça qui étaient partis un peu trop vite à notre goût. Et là, le foot, on sait, c'est une histoire de contexte. Chez nous, pour moi, il a atteint un plein fond de verre. Il ira jamais voir au-dessus. Il a eu 4 ans pour faire sa place. Voilà, et on a pris le temps avec lui. Ça marche pas. Bon, bah, s'il va exploser ailleurs, pour moi, il n'y aura pas de regret à avoir parce que, en tout cas, chez nous, on aura fait le maximum pour le mettre le plus à l'aise possible. Moi, je pense que ça restera toujours un joueur, voilà, qui est capable euh, de fulgurance à certains par moments mais qui restera toujours irrégulier. Et en fait, il avait le potentiel pour être un excellent joueur. Ça restera voilà, un bon joueur de Ligue 1, je pense, euh, mais pas un joueur qui franchira le step supérieur et qui ira tutoyer les sommets, parce que il n'a pas la régularité, en tout cas pour ça. Et est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce que c'est une question de football? Ça, seulement lui seul a la réponse.
On passe à, on va dire, notre sujet, messieurs. On a parlé de la rentrée de Diop. Bon, il y a ce but également encaissé, que là vous avez sans doute en tête. Un centre qui vient eh bien, de la droite, couloir droit marseillais. Klose qui lâche un peu le marquage à ce moment-là. Et quelque part, on a vu un gym, comme je le disais préalablement, en difficulté dans le secteur aérien, Romain. Et là, qui prend un but. Euh, Mérité quelque part dans le momentum du match parce que Marseille poussait et c'était quand même eux qui avaient une forme d'ascendance sur le match. Euh, mais bon, euh, qu'est-ce que tu as pensé du but encaissé et des responsabilités peut-être défensives là-dessus? Oui, en fait, j'avais peur justement qu'on craque en fait parce que comme on a fait une première mi-temps, bon, certes qui était pauvre, mais qui était vraiment dans le registre des derniers matchs, c'est-à-dire qu'on est en bloc, on subit, on défend et je me suis dit bon à 0-0 à la mi-temps, il y a peut-être la place. Mais je sais pas, c'est pas que je m'attendais à ce qu'on prenne un but, mais au bout d'un moment, mais je sais pas, j'avais un pressentiment sur le fait que ça allait peut-être pas tenir tout le match parce que Marseille, voilà, euh, malgré les choix bizarres qui ont été faits de leur côté, ça reste quand même une équipe de qualité si on est objectif et ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais c'est vrai que ce but encaissé, il fait vraiment râler parce que il y a une erreur de marquage, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas qui loupe le marquage sur Højbjerg, Eh ben, alors que le centre justement. en fait, pour moi, c'est une erreur globale parce que à ce moment-là, sur le marquage, c'est Klose, enfin Ouais, qui Klose est. Il a repasse même dit derrière. non? Mais en fait, tout le monde est décalé parce que il faisait monter généralement un des trois décès, un des trois défenseurs centraux. Donc c'était soit Pavard, soit Balerdi qui sortait très souvent dans la surface de réparation, si bien que ça désorganisait tout le monde. C'est-à-dire que je crois que sur l'action, je crois que c'est Bas qui est sur Pavard. Alors que en soi, Pavard, il n'est pas censé normalement être là. Et ça a désorganisé tout le monde. Et Mm. bon, après, la tête est belle, Diouf ne peut rien. Mais là, effectivement, on l'a pas dit, mais un nouveau point glané après une réaction. Ça aussi, hein, ça n'était jamais arrivé sous Francaise. Depuis le retour de Puel, il y a eu donc Strasbourg à domicile, il y a eu Le Havre, il y a eu Marseille et il y a eu Brest. Où on Oui. est mené. Il y a eu donc 4 points. Je crois que c'est 4 points. Et bon, on aurait pu effectivement s'écrouler, Romain. Et moi, tu vois, à contrario, je vous ai trouvé pas bon. Enfin, techniquement parlant et footballistiquement parlant, pas bon. Par contre, je vous ai trouvé solide. Tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'on Oui, disait, c'est hein. C'est ce qu'on disait dans l'état d'esprit sur ces derniers matchs, c'est très encourageant et au moins on a ça pour nous désormais. À défaut d'avoir du beau football, on a ce courage, cet état d'esprit conquérant qu'on avait finalement plus vu depuis un moment et c'est souvent ce qu'on reprochait à l'équipe. Là, c'est sûr que ces derniers temps, bon, les points manquent, les victoires aussi, parce que mine de rien, c'est quand même difficile sur le plan comptable, avec seulement 2 victoires sur cette phase retour, mais il y a au moins ce mérite-là de tout donner et d'avoir une équipe qui se bat et qui tente de compenser peut-être le manque de talent justement par cet état d'esprit combatif. On a parlé du coaching avec l'entrée de Sofiane Diop, Romain. Il y a également celle de Kyle Boudache hein, qui rentre à la 67e ouais. en remplacement de Mohamed Ali Chaud. Alors autant, je ne sais pas ce que vous avez pensé de sa rentrée qui est plutôt intéressante, où là, déjà, je trouve qu'il y a une connexion qui est évidente avec Klos, beaucoup plus évidente C'est qu'avec vrai. Chaud. Mais il y a cette action, messieurs, cette action. Ce centre, alors c'est déjà de cette sortie de roulis complètement aux fraises.
Barre qui récupère le ballon, qui ajuste un centre plutôt précis, assez fort sur Boudache. Et Boudache qui met la tête, mais qui prend pas le ballon franchement, quoi. Romain, cette action, moi, honnêtement, elle m'a fait serrer, disons-le. Ah bah, elle nous a tous fait serrer, hein, je pense qu'on peut le dire. Non, parce que elle était trop belle cette occasion, parce que s'il a marqué clairement le match, il tourne tout simplement, et on peut aller chercher beaucoup plus que le point du nul. Mais ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment dommage, parce que vraiment, comme tu dis, Boudache, dans les intentions, c'est bien en super sub, déjà, je le trouve vraiment bien. Après, voilà, il a toujours des petits détails à gommer, mais ça, c'est normal parce que il sort du centre de formation, il découvre le monde professionnel. D'ailleurs, j'espère qu'il signera son contrat professionnel, bon, chose qui n'est pas encore faite. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Mais non, c'est vraiment dommage. Ça fait râler. Mais après, si cette action, ça le revigore, on va dire, ça pour les prochains matchs, pour Après, qu'il nous plante un but décisif il rentre, sur, il pour rentre, le. il est à froid, c'est quasiment son premier ballon. C'est ça. Mais Je pense qu'il C'est est ça, surpris. et Il est surpris aussi. pour moi, je vais développer un peu peut-être. ce que je vous avais dit, hein. Pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus profond. Et je crois que c'est Renault qui en parlait justement en disant sur Melvin Barr, il n'utilise jamais son pied droit. Et ça, en fait, lorsqu'on prend juste notre effectif, il y a plein d'exemples. Le pied droit de Melvin Barr. Est-ce que vous avez déjà vu Melvin Barr faire une passe du pied droit? Une transversale du pied droit? Non. Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu Hichem Boudaoui faire son pied gauche? Avec son pied gauche? Bon, chaud, il peut des fois, sur une accélération en rupture centrée du droit, c'est plutôt pas mal pour un gaucher, mais c'est pas non plus dingue. C'est-à-dire que les joueurs manquent de polyvalence. En fait, pour moi, euh, et je pense que c'est la conception de beaucoup, mais pour être un bon footballeur, il faut pas que tu approfondisses un maximum tes qualités, il faut que tu bosses aussi tes points faibles. Le point faible de Kyle Boudache, de par sans doute son physique et de par le fait qu'il aille pas au duel aérien, c'est le jeu aérien. Et à quoi je vais vous faire penser, messieurs? À la situation à Lyon, où il a une occasion en or, et alors il est sans doute échaudé un peu par la sortie du gardien parce qu'il lui met une tête, il fait un mètre de plus que lui, mais si il a un peu plus de réflexe à ce moment-là et un peu plus je vais pas dire de talent, mais de niveau de jeu aérien, il y a but. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que pour moi, c'est quelque chose qui se perd. euh, et on devrait voir des joueurs à ce niveau-là beaucoup plus capables de faire des transversales mauvais pieds, de faire des passes mauvais pieds, d'avoir un jeu de tête non pas exceptionnel, mais acceptable. Là, on est sur une tête que tu dois déposer. Il n'y a pas de gardien, tu as juste à la smatcher. C'est Alors c'est beaucoup plus simple à dire. On n'a pas été joueur professionnel, messieurs, mais c'est un geste technique pour moi qui est primaire dans le La football, base. surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'aller se matcher une tête sur un corner et de prendre le meilleur sur un défenseur qui fait 1m95. Boudache, il peut pas le faire, il doit faire 1m65-70, pas plus. Mais là, honnêtement, sur cette action, non, non, là, franchement, c'est c'est grave. C'est inratable. Et puis, alors, surtout, bon, bah, ça prouve encore que le gamin a beaucoup de choses à travailler. Et puis, par contre, il part déjà, je trouve, avec quand même des très bonnes bases pour son âge. Et je trouve typiquement que, bah, on parlait justement du potentiel qu'on n'arrive pas à avoir de la part de Diop et de Shaw, qui n'apporte quasiment rien. Lui, par contre, contrairement à ces deux joueurs-là, quand il rentre, il y a quand même ce petit frisson, ce côté percussion qu'il amène, et on sent tout de suite qu'il y a une valeur ajoutée dans ses mouvements, dans son jeu de jambes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez ce joueur. Après, il doit travailler sa finition, euh, peut-être davantage attaquer les ballons, parce que là, on sent qu'il a quand même subi aussi sur ce coup-là l'action, comme si, voilà, comme je l'ai dit, il s'y attendait pas. Euh,
le parallèle que je vais faire, typiquement, c'est quand contre Montpellier, il a été à la réception du centre de Wai. Il a vraiment attaqué ce ballon. Ça lui a permis de la mettre au fond. C'est une situation un peu différente parce que on n'est pas sur une reprise de la tête, mais dans l'idée, dans l'esprit, voilà, d'être à la réception des ballons et de davantage attaquer plutôt que de subir l'action. Et là, sur ce coup-là, c'est ce qui s'est passé. Mais ça reste un joueur très intéressant. Je pense que c'est un joueur qui a, pour le coup, un bel avenir qui lui est promis. Il a un gabarit effectivement assez atypique dans le foot moderne, là où on prône un peu les joueurs finalement un peu costauds, qui ont de la bouteille, qui ont une carrure assez importante. Lui, il a ce profil. Petit gabarit, profil de poche qui est intéressant parce Mm. qu'on voit techniquement il apporte beaucoup là où cette équipe justement on le disait manque parfois de talent offensif, de talent tout court. D'ailleurs en termes de technique, on le sent, hein, c'est compliqué pour les sorties de balles, dès qu'on est sous pression par l'adversaire, l'équipe parfois panique un peu. Lui, il apporte une certaine Mm. sérénité grâce justement à cet aspect technique et on a besoin de joueurs comme lui, justement, pour cette fin de saison. Mais ce match, messieurs, il a connu un tournant assez exceptionnel, hein. Il y a bien sûr ce penalty sifflé en faveur de l'OGC Nice. Et là, Romain, un, un Eli Wahi qui a été malmené en trash talking tout le match avec Medina, avec Balerdi, avec Rouli. Euh, où ça a été chaud, hein, honnêtement, et Ouais. vous le disiez, hein, c'était vraiment la défense centrale olympienne et deux anciens coéquipiers qui lui ont réservé un accueil assez musclé, plus que vraiment le vélodrome en lui-même, qui était plutôt dans l'indifférence générale. Et là, je vois Kevin Carlos, je me dis, bah, quelque part, il peut y aller aussi, il est rentré, il tire plutôt bien les pénalties, Iliwayi y va, et là, honnêtement, c'est des frissons, quoi. C'est déjà, Ouais, euh, excusez-moi, mais des coronesses monumentales pour faire ça devant le virage sud. Et en fin de match, après tout ce qu'il a pu subir, et puis le karma, quoi. Le Geronimo Rulli qui vient le chambrer après l'arrêt qui fait sur lui. Derrière, enfin, c'est quel caractère, quoi. Quel caractère et quelle confiance, surtout, d'Eli Wahi. Ouais, complètement. C'est l'histoire de ce match, tout simplement. D'ailleurs, moi, ça me fait sourire parce que justement, j'ai regardé la dernière émission quand tu as eu ton invité marseillais, qu'on salue d'ailleurs. Il Ah disait oui, c'est les vrai. Marseillais, les Marseillais pardon de l'expression, mais se chier dessus à l'approche de ce match parce que il y avait cet élément-là, Eli Wahi, qui allait climatiser son ancien club et il disait sur les réseaux, les Marseillais, ils ont le droit, ils ont le droit à ça ces derniers temps, tous les ex qui viennent crucifier leur club. Non, mais en fait, trêve de plaisanterie, Eli Wahi, si on est sérieux, vraiment, c'est un courage. Incroyable, insulté pendant plus de 95 minutes, chahuté par la clique d'Argentins, voilà, Barlerdi, Medina. Il a su garder son sang-froid. Bon, après, il y a ce carton jaune qui est vraiment dommage et il va falloir qu'il fasse attention d'ailleurs parce que on a trop besoin des Liwai en finale et on peut pas se le permettre S'il prend un de jaune le. supplémentaire, il est suspendu, c'est ça pour la finale? À Non, Auxerre, pas forcément. S'il c'est prend à le Auxerre, je jaune, crois. C'est à Auxerre. S'il prend jaune, il est suspendu pour le 22 mai. Ok, Je crois, si je dis pas s'il prend de jaune contre bêtises. Lens, au prochain match, il sera pas suspendu pour la finale. d'accord. Ah, tu crois? Il me semble Ah, que s'il ok. prend jaune, en fait, au prochain match, il est suspendu pour Auxerre. Et s'il prend jaune contre Auxerre, il serait suspendu pour la finale. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Mais non, non, Wai, vraiment, en termes de mentalité, bah, depuis son arrivée, c'est une masterclass tout simplement. Et bon nombre d'entre nous, avant qu'il arrive chez nous, on s'en souvient, il arrivait avec voilà, une mentalité un peu douteuse à l'image
de Todibo. Le contexte ressemblait un petit peu, c'est-à-dire c'était un joueur qui s'était perdu dans ses anciens clubs, qui a eu des expériences très, très compliquées. Si je prends le cas de Wai, justement, dans ses anciens clubs, notamment Marseille, où il a été chahuté par le Vélodrome pendant 6 mois, je crois. Il n'a fait Mm. que 6 mois à Marseille de janvier à mai 2025. Non, ça a été très, très compliqué. Il avait vraiment perdu la confiance. Ensuite, en Allemagne, où là, vraiment, il était au fond du trou. Mais ensuite, ce qui est admirable, c'est que en fait, il arrive non seulement, il voulait se relancer chez nous, mais au-delà de ça, il pense vraiment au club, alors que le gars, il est là que pour 6 mois et il est hyper impliqué dans la mission maintien. Il a saisi directement l'urgence de la situation. Il a aussi l'ambition d'aller jouer la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Mm. Et il disait, je crois, il y avait une déclaration dans l'équipe où il disait, voilà, moi, mon objectif, en gros, c'est voilà, de jouer la Coupe du Monde, mais aussi de sauver l'OGC Nice. Et ça, je me souviens pas de beaucoup de joueurs qui aient dit ça quand ils sont chez nous. Mais son implication, vraiment, elle est juste fantastique. Et pour faire ce geste, cette panenka à la Zidane, Mm. parce que vraiment, il y avait dans ce geste-là les souvenirs de Ouais. cette finale où voilà, t'as Zidane face au meilleur gardien du monde, te- avec ce ballon soyeux en fait qui vient caresser la barre transversale. En plus, comme je le disais, il a été insulté pendant tout le match. Il aurait pu dégoupiller totalement et c'est ce que les Marseillais cherchaient justement. Mais non, là, c'est vraiment, Mm. c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. L'heure tourne. Pierre, on attaque les tops et flops. Tu vas nous donner on va commencer par les tops. Bah, les tops, du coup, je vais citer évidemment Yehvan Diouf, parce que j'ai trouvé qu'il était particulièrement rassurant. Aussi bien, en fait, finalement, dans sa prise de balle aérienne, on le sait, hein, on en a parlé mercredi, enfin, suite au match de mercredi, c'est la qualité qu'il a par rapport à Maxime Dupé, hein, c'est d'être peut-être plus impérial dans les airs, réussir justement à rassurer sa défense à ce niveau-là. Et puis, il nous a encore une fois gratifié d'arrêts assez spectaculaires, hein, notamment les deux frappes de Greenwood, hein, avec des arrêts décisifs. Bon, il ne peut rien sur cette tête d'Heuberg, donc on lui en tiendra pas rigueur. Mais voilà, globalement, Evan Diouf qui a été une nouvelle fois à la hauteur de l'événement, à l'image du match à Lille, déjà en championnat la semaine dernière. Donc il a été impérial. Ensuite, j'ai envie de citer Eli Wahi parce que voilà, comme l'a dit Romain, hein, ça a été un nouveau match taille patron de notre aiguille nationale. Il a eu un sang-froid de fou dans son ancien stade. Euh, Tenter un tel geste. Alors Claude Puel nous avait dit qu'il voulait déjà la tenter contre Strasbourg. Bon, bah, finalement, il nous l'a réservé pour le derby au Vélodrome. Donc un match taille patron. Il a encore une fois beaucoup apporté. Et j'ai trouvé qu'il était voilà, au rendez-vous et au niveau. Et mon dernier top, ça sera, j'ai envie de dire, Opong, que j'ai trouvé une nouvelle fois satisfaisant. Je trouve que franchement, dans la continuité des derniers matchs, il rassure la défense. J'aurais pu citer Mendy aussi, hein, mais les deux pour moi sont très complémentaires. Je trouve que c'est un joueur, voilà, j'ai envie de le mettre en valeur lui au Pong parce que c'est un joueur qui revient de très loin. Faut pas oublier qu'il était en D2 suédoise il y a encore pas si longtemps. Et là, je trouve que sur cette fin de saison, il monte enfin en puissance et il révèle enfin le potentiel qu'on avait pu voir en lui lors de la dernière intersaison. Donc je trouve que c'est un joueur qui monte en puissance, qui apporte beaucoup de bonne volonté et qui est de plus en plus impérial dans l'arrière-garde et qui rassure toute une équipe. Donc Mendy, voilà, c'est moins surprenant. C'est pour ça que je vais plutôt saluer aussi
l'abnégation de la part de d'Opong. Romain, t'es top. Alors déjà, bon, Wai, bon, évidemment, top 1. Voilà, je vais pas en dire plus. Ensuite, pour moi, ça me fait un peu bizarre de le dire parce que combien de fois je l'ai défoncé, mais Jomaba, comme depuis deux, trois matchs tout simplement, dans l'axe de la défense, prend beaucoup de ballons de la tête. Je le sens plus sûr de lui. Et voilà, je veux bien reconnaître que oui, il a eu peut-être ce déclic mentalement aussi, même si évidemment il n'est pas copain avec le ballon et que on n'est jamais à l'abri qu'il nous fasse une erreur de relance, qu'il se fasse courser par des attaquants très très rapides. Mais non, Jumaba, oui, je le mets dans mon top personnel. Et ensuite, je mettrai Boudaoui, qui est revenu aussi à un bon niveau. J'ai le souvenir de sa première mi-temps où il ratisse énormément, il court beaucoup. Là, c'est vraiment le Hicham Boudaoui qu'on avait envie de voir sur cette fin de saison. Et que il prouve encore une fois que quand il est bien mentalement, c'est un des meilleurs de l'équipe et il peut être indispensable après. C'est un peu comme Job, c'est-à-dire que voilà, il a eu beaucoup de phases d'irrégularité, de blessures, mais sur cette fin de saison, vraiment avoir un Hicham Boudaoui à ce niveau-là, on prend tous les jours parce que quand il est en confiance, comme j'ai dit, c'est un sacré joueur. Ah, t'es pas trop En d'accord avec fait, moi. alors, après, il y en a certains qui vont se dire, vas-y, parle encore de Boudaoui et tout, mais moi, je suis partagé. En fait, je regarde. Je voulais vous demander ce que vous aviez pensé du match de Boudaoui. Bon, tu m'as répondu, Romain. Effectivement, il ressort plutôt bien dans les stats détaillés. Il négocie, il a 9 sur 10 sur les duels gagnés, 2 sur 2 sur les duels aériens. Il subit 5 fautes, il fait aucune faute. Mais là où je trouve vraiment, mais à l'image de l'équipe quelque part, c'est que, alors il a été peut-être un peu plus impactant collectivement en deuxième mi-temps, parce qu'il y a peut-être eu besoin par moment de plus souffler et de récupérer. Mais je l'attends encore plus haut. Moi, je l'attends encore Oui. plus haut que ça. C'est-à-dire que on se satisfait pour moi d'un joueur qui a déjà eu ces prestations-là, qui est capable et qui normalement devrait être capable de franchir ce cap et d'être même premier relanceur. Ça doit être un joueur qui, euh, mais là aussi, c'est peut-être un peu comme Diop, hein. Quelque part, on attend peut-être des fois de certains joueurs plus que ce qu'ils sont capables de donner. Et moi, j'ai un peu ce ressenti avec Boudaoui, où je suis d'accord pour dire qu'il a fait un bon match, qu'il a ratissé quelque part. C'est pas évident aussi d'exister avec le ballon lorsque tu as 33% du temps le ballon, on est bien d'accord. Mais je reste un peu plus mesuré sur la prestation. Mais Euh, je suis d'accord avec toi, Pancho. En fait, le truc, c'est que c'est dans la continuité du match de Strasbourg. Ça, je l'avais cité dans les tops parce que je trouvais que effectivement, il est dans la continuité de ce qu'il fait récemment. C'est-à-dire que c'est un peu mieux. Mais en fait, c'est juste qu'il était tellement médiocre récemment que là, il est revenu à un niveau, on va dire, moyen. Et du coup, on estime que c'est des très bons matchs. Mais effectivement, Hicham Boudaoui, c'est un joueur qui nous a habitués à faire des matchs grandioses. Et effectivement, par contre, de ce point de vue-là, on est encore très loin de ces performances-là qu'on a pu connaître dans le passé. Par contre, effectivement, c'est quand même mieux que, il y a 5-6 matchs où là, c'était beaucoup plus compliqué et où on avait l'impression que le joueur, voilà, n'était plus concerné par l'UGC Nice, on n'avait plus envie de défendre ses couleurs. Et là, on a quand même senti une certaine prise de conscience de sa part et de l'envie de mieux faire. Mais venant d'un joueur tel que lui, on est en droit, effectivement, je pense, comme tu l'as dit, d'en attendre encore davantage. Et d'ailleurs, parce qu'il a déjà fait davantage et beaucoup plus que ce qu'il nous a proposé hier soir. Dans mes tops, je mettrai Diouf, même si son jeu au pied a été catastrophique. Ça n'empêche que il a été bon dans la négociation des situations de gardien de but, on va dire, primaires. Euh, Alors, je suis assez partagé parce que je suis d'accord pour dire qu'il est passé à côté de son match avec ballon.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé le. Alors, parce que peut-être que j'ai pas l'habitude de le voir comme ça, mais moi, j'ai trouvé chaud volontaire, quoi. Hyper volontaire, à mettre le pied, à être actif. Et on l'a vu dans un registre différent, forcément parce qu'il a touché beaucoup moins de ballons. Et on a des doutes des fois sur sa capacité à être concerné. Et des fois, il est un peu feignant, je trouve, sur le repli. Là, j'aimerais saluer son match défensif. Alors, c'est peut-être peu, mais en tout cas, j'aimerais le saluer et c'est pour cette raison-là que je le mets dans les tops. Par contre, avec ballon, au même titre que la globalité du secteur offensif, il est passé à côté. Et je suis d'accord pour mettre en avant Opong aussi, qui peut-être sort un peu plus du lot que les deux autres parce qu'il a été beaucoup plus visible sur certains duels. Voilà. Messieurs, rapidement, les flops. Pierre, tu t'y colles? Bah, au niveau des flops, je vais être obligé de le reciter, mais Morgan Sanson, hein, sincèrement, c'est un joueur où j'en attendais beaucoup plus. Et j'aurais aimé en voir plus de sa part, parce que c'est un cadre, mine de rien, c'est un joueur très important dans le vestiaire et qui est censé être très important également sur le terrain. Et moi, j'ai pas vu cet impact-là de sa part. Il est passé complètement à côté de sa première période, malheureusement. Perdu beaucoup de ballons, comme je l'ai dit. Et du coup, pour moi, il fait partie de ces flops. Après, j'ai également envie de citer Jonathan Klaus. Pour moi, alors on l'a dit, hein, sur le but, c'est peut-être un problème global de la défense, mais c'est encore plus flagrant avec Jonathan Klaus qui, on a l'impression, a vraiment lâché le marquage. En fait, il avait de l'avance finalement sur Hulberg, il s'est retrouvé derrière lui et du coup, il a laissé placer sa tête. Donc c'est quand même très dommageable et ça a des conséquences très importantes. Et malheureusement, je l'ai trouvé aussi au-delà du but. Alors certes, il va chercher ce penalty à l'expérience, avec du vice, mais au-delà de cette action qui nous amène l'égalisation, c'est une chose. Il a été, je trouve, trop peu impactant sur le jeu. On attend beaucoup de lui, et c'est normal, parce que pour moi, c'est peut-être l'un des plus grands artisans techniques de cet effectif-là. C'est le joueur qui est capable de délivrer la passe, de délivrer le centre. Bah voilà, la passe à l'image de ce qu'il a pu adresser à Wai à Strasbourg. Et on attend ce genre de geste de la part de Jonathan Klaus. Et hier soir, je l'ai trouvé bah, pas suffisamment actif à ce niveau-là. Au niveau des coups de pied arrêtés aussi, c'était pas suffisant. C'est Et anormal qu'on n'utilise pas autant cette option-là quand on sait qu'on a du mal à marquer des buts, quoi. ouais, mais parce qu'on n'a pas le talent en fait et la qualité visiblement pour le faire. En fait, on s'entête à faire tirer Klose, mais au final, Klose, c'est 8 ou 9 coups de pied arrêtés mal tirés sur 10. Si on est sincère, si on est honnête. À nouveau, on l'a vu, je fais le parallèle avec Strasbourg parce que c'était le match juste avant. Il y avait eu beaucoup de corners, justement. On était dans une situation où on n'avait pas forcément et à avoir énormément d'occasions. Et au final, on a gâché toutes les opportunités sur coup de Hmm. pied arrêté. Et on l'a dit, l'OGC Nice, c'est pas que sur cette saison, c'est vraiment un milieu, un secteur de jeu où on a énormément de mal, mais ça depuis des années. Ça fait... Là, je peux même revenir 10 ans en arrière. Hmm. Même des saisons où on a fait 4-5e, ça a toujours été le gros point noir du club. On avait beau, à l'époque, je me rappelle, soi-disant recruter un expert des coups de pied arrêtés. Ah oui. Ça n'avait absolument pas porté ses fruits. Et on continue de galérer dans ce secteur de jeu qui, effectivement, pour des équipes comme la nôtre actuellement qui sont en difficulté, ça pourrait justement nous aider. Et on sait très bien que les coups de pied arrêtés sont là aussi Hmm. pour débloquer des situations tendues et faire la différence dans des matchs un petit peu compliqués, un petit peu cadenassés, comme ça l'était hier pendant 1 heure de jeu. Donc, c'est dommageable. Et après, pour le dernier flop, bah, je vais mettre Diop. Voilà, parce que certes, on en a parlé tout à l'heure, mais Diop, justement, que j'attendais venir compenser la mauvaise première période de Morgan Sanson, il a encore une fois, pareil, à l'image de Jonathan Klaus, pas eu l'impact qu'on attendait. Ça fait également partie des joueurs qui, on le sait, techniquement, peuvent nous sortir de situations difficiles. Il est capable de sortir d'un pressing avec deux trois joueurs. Il est capable de gestes artistiques
est efficace, intéressant. On le sait, on l'a déjà vu à l'œuvre. Mais sur le match d'hier, bah, c'était très insuffisant et il a pas fait suffisamment. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé, parce que vous l'avez mentionné avec Mohamed Ali Chaud, il y avait cette envie-là. En plus, avec Diop, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas spécialement Hmm. d'envie de bien faire. Il y a eu quand même un petit côté, j'ai trouvé nonchalant. Et malheureusement, sur ce genre de match, on peut pas se permettre cette nonchalance-là. Ok, Romain, t'es flop. Moi, alors je suis globalement d'accord. Bon, sans son job, c'est très très insuffisant. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de d'en rajouter. Et ensuite, qui est-ce que je pourrais mettre parce que là j'ai la feuille de match sous les yeux. Ah, job Sanson et ouais, Klaus aussi. Ouais, je suis globalement d'accord Ok, 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 avec le pas, y a pas le. spécialement besoin d'en donner d'autres. Alors, Barr a quand même pris un sacré bouillon en première mi-temps dans son duel avec Timothy Weah. Euh, de là à le mettre en flop, c'est quand même assez dur. Sanson, voilà, Sanson. Euh, je suis désolé, mais Boudache, pour moi, c'est trop gros en fait. J'hésitais à le mettre aussi. C'est trop gros. Alors que la rentrée, elle est pas non plus si dégueulasse que ça, mais voilà. C'est pour ça que j'ai pas Et, voulu le sanctionner. Ouais. et ouais, Klaus. Klaus encore, mais Klaus et Barre, franchement, c'est compliqué, hein. Klaus et Barre, c'est quand même délicat. Messieurs, le temps est passé. C'était très intéressant quand même de revenir sur ce match-là. Le gym reçoit donc samedi soir eh bien, Lens. Rapidement, il reste 3 matchs, messieurs. 9 points à aller chercher. Je me mets en même temps sur le classement. Le gym dispose eh bien, de 30 points. Auxerre de 25 points. On fait combien, Pierre, rapidement, sur les 9 points restants, Lance domicile, Auxerre extérieur, Metz domicile. On fait combien de points et est-ce que tu penses qu'on peut se sauver dès la prochaine journée quelque part? Alors ce serait royal de se déplacer à Auxerre en étant peinard. Ouais, mais je pense pas. Pour être Tu penses franc, pas qu'on fait un résultat contre Lens? non, je pense pas. Ah tu vois, je pense qu'on fait un Sincèrement, truc. c'est pas que je suis un mauvais supporter ou que je suis pas, j'ai pas envie d'être optimiste, mais euh, moi, je vois les choses de la manière suivante. Et quelque part, c'est ce qui me paraît être le plus réaliste. C'est une défaite contre Lens, parce que Lens, comme a annoncé Pierre Sage, ne viendra pas, contrairement il l'a fait à Brest, avec une équipe bis. Ils aligneront les titulaires dès le coup d'envoi, parce qu'il y a certaines attitudes visiblement qui ont dérangé. Donc je pense que face aux titulaires lensois d'entrée de jeu en championnat, parce que pour moi la coupe ça sera différent, c'est un autre état d'esprit, c'est une finale, c'est autre chose. Là vraiment on est focus championnat. Ça me paraît être très difficile face à Lens. Même si c'est une équipe qui, bon, si on enlève le match aller ces dernières années à l'Alliance Riviera, nous réussit plutôt pas mal. Mais là, la configuration cette année est quand même différente. J'ai du mal à imaginer un bon résultat sur ce match. Et je pense qu'on va trembler. Je pense qu'on va trembler jusqu'au bout. Derrière, je nous vois aller faire un nul à Auxerre. Et, et ensuite, je nous vois nous maintenir grâce à une victoire face à Metz à la fin. Donc moi, je verrais bien 4 points sur les 3 derniers matchs. Quand on regarde finalement le classement, la dynamique, les résultats récents, nos résultats récents, ça me paraît réaliste et en accord avec ce qu'on a pu en tout cas produire. Romain, rapidement, on fait combien de points sur les 3 matchs restants? Alors contre Lens, si déjà on arrive à gratter un point comme on a fait contre les deux gros juste avant, pour moi c'est bien, même si ça nous permettra pas forcément de plus grappiller d'avance. Euh,
Auxerre, j'ai du mal à voir. Ouais, un match, ouais, un nul aussi et victoire contre Metz. Donc en gros, 5 points. Ok. Bon, dans tous les cas, on est maintenu, hein, peu importe le scénario, l'essentiel étant là. Mais messieurs, je vous remercie pour votre présence dans ce numéro. On se retrouvera. Toi, tu vois quoi, Pancho, juste? Ah, arrête Moi, je vois Allez, dis-nous. Victoire Lens. Victoire Lens. Je nous vois faire quelque chose. Auxerre, pour moi, c'est étrange. Hein. Pour moi, ça va être le match le plus compliqué. Parce que Plus dur que Lens, ouais. ben, bien sûr, on va pas comparer les effectifs, comparer la dynamique, mais en l'état actuel Ouais, des moi, je suis choses, d'accord. Lens, ils ont beaucoup moins de choses à jouer que nous. S'ils peuvent encore, attendez, je regarde le classement. Est-ce qu'ils peuvent encore être champions? Ils sont à 6 points, ils sont à 6 points du PSG. Bon. Je Ouais, pense ils que peuvent, mais l'objectif, déjà, être dauphin, c'est très bien. Ils ont une finale de Coupe de France. Si tu fais deuxième et si tu gagnes la coupe, à la limite, la saison elle est royale quoi. Donc je sais pas, moi je vois Nice faire quelque chose. Je ne vois pas Nice perdre samedi soir. Voilà. Je vois pas Nice Ok. perdre samedi soir. Je vois peut-être un Nice perdant à Auxerre, par contre, Ah ouais. et un Nice gagnant contre Metz. Donc plutôt 4 points, on va dire. 4 ou 6. Ouais, au final, c'est statu quo, hein, à peu Ouais, près, mais globalement. on y est. Mais ça, c'est bon, c'est la version positive. et Mais 4 points, 4 points, je pense que c'est bon pour qu'on soit sauvé. Hein. Ah, En vrai. sachant si. qu'on en a 5 d'avance. Bah, ça ferait 34 points. Ça ferait 34 points. Oui, c'est ça. Oui, alors il faudrait qu'Auxerre gagne. Alors attention, parce qu'effectivement, si on finit à 34 points, que dans le même temps, du coup, toi, tu voyais une victoire d'Auxerre contre nous, par exemple, si derrière Auxerre bat également Angers et va faire un coup à Lille, ça ferait 9 points. Et par contre, le gros facteur important à ne pas oublier, c'est qu'il y a une meilleure différence de but côté Auxerre. Donc Ouais. les 9 points, si Auxerre gagne ses 3 matchs, et que nous, on n'a pas suffisamment de résultats, Auxerre serait maintenu. Bon, Donc même avec 34 points, ça pourrait ne pas suffire potentiellement. on verra ça. Messieurs, on va se laisser. Je vous remercie pour votre présence et pour votre pertinence. Nous, on se retrouve dès le week-end prochain pour débriefer ce match contre Lens. La fin de saison approche et on espère tous un maintien à la vue et pourquoi pas une victoire en Coupe de France. Passez une très très bonne soirée. À très bientôt. Bayeta et Sanissa. Ciao, ciao. Merci, Baïta. Ah,